Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, tout ça pour nous amener dans le sujet des traductions. Un auteur que moi, je ne connais pas, mais que Annie connaît bien, que Josiane semble connaître beaucoup aussi. Tout le monde a beaucoup d'opinions sur Alberto Manguel, qui nous propose L'envers de la tapisserie chez Actes Sud. Donc, propos sur l'art de la traduction. Moi, je pensais qu'on allait parler de traduction essentiellement, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup à dire sur M. Manguel que je connais pas. Qui est-il, Annie? Qui est-il, Josiane? Ben écoute, Alberto Manguel, c'est un Argentin. Il a été écrivain et traducteur lui-même. Il a été critique littéraire et il a vécu un peu partout sur la planète. Comme je le disais précédemment, il a donné sa bibliothèque de 40 000 ouvrages à la ville de Lisbonne comme legs historique. Et ce que j'ai découvert en faisant mes petites recherches pour l'émission d'aujourd'hui, c'est que dans sa jeunesse, Alberto était le lecteur officiel de Borges quand il est devenu aveugle. Alors, ça part bien une carrière dans le domaine littéraire. Puis, comme on se le disait justement à micro fermé avec Josiane, Alberto Manguel a un peu touché à tout. Il y avait certains sujets thématiques de préférence. Il a un peu touché à tout et c'est qu'il y avait toutes sortes de genres de livres. C'est oui, ça que tu nous disais à micro fermé, Josiane. Il y a une connaissance un peu encyclopédique, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'intérêts, ce qui fait qu'il peut faire une panoplie de livres sur toutes sortes de trucs. Puis ce que je disais un peu, c'est que chaque lecteur, en fait, a sa vision d'Alberto Manguel parce qu'on attrape quelques ouvrages dans sa grande bibliographie et c'est un peu inégal. Il y en a qui sont géniaux, puis il y en a qui sont un peu plus banals. Donc, voilà. Tu parles de connaissances encyclopédiques. Il fait des romans historiques ou... Non, sur plein d'affaires différentes. Tu sais, c'est comme... On dirait qu'il s'intéresse à plein de sujets. Okay. Exact. Il s'intéresse à plein de sujets. C'est vraiment pas quelqu'un qui a une fixation et qui fait toujours le même livre. C'est quelqu'un qui c'est ça, qui papillonne, qui butine, qui s'intéresse à toutes sortes de sujets. Puis, il essaie des choses. Et cette grande érudition-là, ça paraît dans ce livre-là, L'envers de la tapisserie, propos sur l'art de la traduction, parce que il y a une multitude de références historiques, littéraires, religieuses, pour essayer de visiter, puis c'est le cas de le dire, visiter rapido presto, différentes thématiques associées à l'art de la traduction. Alors, quand je vous disais en entrée de jeu, c'est une petite plaquette, là, 120 pages, il y a 44 textes. Chacun a 1 ou 2 pages. Vous avez des titres évocateurs, puis ça ratisse très large quand on pense à juste la traduction. C'est pas prendre un mot puis trouver son équivalent dans une autre langue. Ça peut être politique. Oui, la traduction peut être politique. Histoire, trahison, subversion, hospitalité, honnête, renaissance aussi, parce que la position de base d'Alberto Manguel, c'est de nous dire, écoute, quand tu es un écrivain, tu finis un livre et tu as terminé son écriture, il t'appartient plus, c'est comme s'il était déjà mort. Et c'est le lecteur qui va le refaire vivre. Et ensuite, le traducteur, ça aussi, ça va être comme une deuxième renaissance. Alors, ce qu'on fait dans ce livre-là, ce qu'on trouve, c'est vraiment une approche plus philosophique de la traduction. On se questionne la censure dans la traduction, parce qu'il y en a eu à certains moments, surtout dans les années qui ont surprise, 30, 40, 50. Il y a des traductions qui ont changé des dialogues, ont changé des fins, FIN, on s'entend, ont changé des opinions et des prises de position parce que ça ne cadrait pas dans l'environnement politique de l'époque. Il nous parle aussi de ceux qui, à l'opposé, font des traductions mot à mot et qu'on a c'est une façon de ne pas nécessairement respecter l'essence du texte à la base, de pas respecter le contexte, de pas respecter la langue d'atterrissage aussi et tout ce qui vient avec. Alors, vous le voyez... il est vraiment plus dans l'opinion que la traduction, c'est une réécriture, mais c'est que ça, c'est... Le traducteur lui-même devient une espèce de romancier parce qu'il est réécrit en... puis c'est ça, la position aussi d'Alberto, c'est de nous dire que le traducteur, c'est un acteur dans la chaîne du livre. C'est pas juste quelqu'un dans son sous-sol de gêné et qu'on ne doit pas voir qui fait un travail de moine.
Alors, comme vous le voyez, ça touche différentes thématiques en lien ou pas avec la traduction. Ça ratisse très large et à la limite, c'est un livre pour vous titiller, pour vous, questionner sur la question de la traduction et d'aller voir ailleurs aussi, si, mettons, il y a vraiment un aspect, la censure dans la traduction, ben, de vous amener à lire d'autres choses. Il y a une courte médiographie, pardon, à la fin. Il y a plein de références, des choses comme ça, mais c'est sûr que on a l'impression qu'Alberto va pas jusqu'au bout de sa réflexion. C'est un tout petit livre. C'est un tout petit livre, mais c'est ça, comme je disais d'entrée de jeu, il fallait que moi, je gère mes attentes. Parce qu'il y a certaines, justement, thématiques qui m'accrochaient davantage et, ben, 1 page et demie, c'était pas suffisant. Mais il y a quand même certaines aussi citations vraiment super tripantes. Tu voulais nous en lire quelques-unes? Oui, je veux en lire quelques-unes parce que Alberto est très généreux. Comme on le disait, il y a une grande érudition, ça paraît, puis il a réfléchi à la traduction du fait qu'il en était un traducteur. Tous les liens qu'on peut faire avec ne serait-ce que la vie, notre connaissance des autres cultures, notre connaissance de nous-mêmes, parce que notre approche de la traduction en dit beaucoup plus sur nous que sur la qualité de la traduction. Bon. Première citation. Pardon. Des siècles plus tard, Voltaire refusait de croire qu'un traducteur doive construire sa maison de mots en reproduisant chaque brique à l'identique de l'original. Parole de Voltaire, malheur aux faiseurs de traduction littérale qui, en traduisant chaque parole, énerve les sens. C'est bien là qu'on peut dire que la lettre tue et que l'esprit vivifie. C'est ce genre d'envolée lyrique et philosophique que vous allez trouver là-dedans. C'est vraiment de nous montrer que, puis on le sait, on est lecteur nous-mêmes de traduction bien souvent, on ne reste pas insensible à ce qu'on peut dire, et là je mets les guillemets, la qualité d'une traduction. C'est dur de le savoir parce qu'on lit pas toujours, on n'a pas toujours la version originale devant nous avec la version traduite. On lit pas toujours les deux pour bien comparer comme lecteur. On peut pas toujours le faire. Des fois, on sent dans la traduction qu'il y a quelque chose qui, voyons, c'est donc bien écrit. Il y a certaines fois, tu peux te dire, peut-être que ça a pas fonctionné. Mais à la base, ça va être mon autre citation, c'est, ça serait quoi les critères pour dire que ça, c'est une bonne traduction versus une mauvaise traduction. Fait que le jugement qu'on porte, c'est pas tant sur l'ouvrage, mais sur nos critères en tant que lecteur. Puis ça revient un peu à ce que Voltaire disait. Est-ce que je veux une traduction mot à mot? Est-ce que je veux une traduction qui amplifie le propos, qui peut-être améliore le texte original? Ou je veux une traduction qui me donne des émotions quand je vais le lire. Oui, je veux dire, c'est pas fait par une machine. Je veux que cette nouvelle maison construite-là soit aussi belle que l'original, même si elle n'est pas pareille. Oui, mais moi, j'ai des exemples concrets de mauvaises traductions, c'est-à-dire une traduction, par exemple, d'un roman nord-américain qui est fait en France et que là, on ne croit pas du tout au dialogue parce que c'est franchouillard au lieu d'être québécois, ou qu'il y a des référents au baseball qui ont été mal traduits, donc ils savent plus aucun Maurice sens. Lafusée Richard. Donc, tu sais, faut connaître les référents culturels, c'est une chose quand même assez importante. Et puis, moi, c'est toujours les dialogues qui me font décrocher, là. Exact. C'est bien souvent ça, parce que tu te dis, ça ne respecte pas le rythme de la langue d'origine ou d'atterrissage. C'est pas comme ça que les gens se parlent. Exactement. Mais comment rendre... c'est de ça dont on traite aussi là-dedans, c'est que tu as tellement des cultures différentes avec des schèmes de référence différents. Comment en arriver à bien rendre ce que tu as lu pour que ça soit significatif pour la culture qui va le lire aussi. Et que tu n'aies pas besoin de mettre des notes de bas de page à toutes les 2 pages pour expliquer la joke, le référent, le contexte politique, tout ça. Là. Ben, c'est justement, d'où ma deuxième citation, Josiane, à la page 117.
Telle est peut-être la principale différence entre les bonnes et les mauvaises traductions. Les mauvaises traductions dévoilent tout et semblent ainsi fallacieuses. Les bonnes traductions sont plus réservées et comptent sur l'intuition créative du lecteur pour lire entre les lignes. Puis ça revient aussi à est-ce que l'auteur de base nous donnait tout cru ce qu'on devait savoir, ou comme lecteur, faut travailler un peu. Est-ce que la traduction nous amène au même endroit aussi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ouais. Est-ce que j'ai, moi aussi, comme lecteur, à travailler un petit peu? Et aussi, ça va être ma dernière citation, je vais arrêter après ça, c'est que Alberto est d'avis qu'un traducteur doit vivre sa vie, doit être connu et apprécié pour sensiblement les mêmes qualités qu'un auteur, mais pour d'autres qualités qui sont en lien direct avec le travail qu'il a fait dans la chaîne du livre. Alors, ce qu'on nous dit ici, le nouveau texte, même s'il était identique, ne pourrait pas avoir les mêmes mérites. Notre connaissance en tant que lecteur du contexte de création de chacune des deux versions implique que nous ne pouvons pas lire la traduction avec un regard innocent. Dès lors que l'on sait qu'un texte est traduit, notre discernement convoque de nouveaux paramètres et nous attribuons rarement au traducteur les mêmes qualités qu'à l'auteur. Et ça, c'est vrai que c'est un débat de voir, puis ça rejoint un peu la citation sur les bonnes et les mauvaises traductions. Quand des fois tu lis une traduction peut-être un petit peu plus bancale, tu te dis, non, mais c'est pas vrai que l'auteur a quand même pas écrit ça. Fait que là, c'est le traducteur qui a pris des libertés et tout et tout. Alors qu'une bonne traduction, le traducteur va devenir invisible et on va penser que c'est toute la qualité de l'auteur et de l'œuvre originale qui fait qu'on l'apprécie. Mais de l'autre côté, c'est que tu te dis, si c'est ça, c'est que le traducteur a fait une méchante bonne job et qu'on devrait le souligner aussi. C'est pas un écrivain fantôme, un traducteur. Ça rend comme une deuxième voix. Alors, vous voyez, c'est ce genre de questionnement-là, de réflexion qu'Alberto Manguel amène dans L'envers de la tapisserie. Mais comme je vous disais, chaque thématique est abordée en une page ou deux. Alors, vous embarquez dans sa folie ou pas. Est-ce qu'il réussit à mettre des exemples probants de chaque élément qu'il apporte? C'est-à-dire un exemple, c'est mettons qu'il parle de mauvaises traductions. Oui, ou de comment on peut altérer le style pour coller davantage à la langue d'atterrissage. La réponse est non. OK, donc il nous donne pas un exemple qui nous fait voir. Non. Il donne pas d'exemple. Tu sais, c'est vraiment pas un traité opérationnel ou technique, mais il va nous donner une citation d'un auteur qui a réfléchi à ça. Okay. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment une approche davantage, j'allais dire, métaphorique, mais c'est pas ça, stratosphérique et philosophique de la traduction, mais on va pas te donner d'exemple de se dire, là, le traducteur l'a peut-être un peu perdu, peut-être parce que, comme tu disais tantôt, sa connaissance du contexte culturel était pas top, et ce mot-là, ça marche pas. Parce que quelqu'un de la langue d'atterrissage voit tout de suite que, non, ce mot-là, ça marche pas. Moi, j'aurais traduit ça comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça pose la question aussi des régionalismes, des langues qui sont peut-être un peu moins parlées ou lu, comment tu fais une traduction de qualité qui respecte les référents culturels, justement, de la culture d'atterrissage. D'excellentes questions qui mériteraient un traité de 1000 pages. Mais là, vous avez ça en condensé. Ce sont les notes de lecture en 120 pages. C'est agréable, mais gérez vos attentes. Voilà. Et pourtant, il y a temps à réfléchir sur la traduction, comme en disant l'introduction aussi, là, à cette ère de Google Translate où on se dit, mais pourquoi des traducteurs alors que la machine peut tout faire? La machine ne peut pas tout faire. Et on le voit bien qu'une bonne traduction, ça prend des talents. Voilà. Ça prend un humain. Voilà. Merci beaucoup, Annie. On rappelle L'envers de la tapisserie, propos sur l'art de la traduction. Alberto Manguel, c'est chez Actes Sud, Le Méac.